Regardez les images qui vont suivre, elles sont extrêmement spectaculaires. On voit que la France, en termes de budget, monte en puissance, en termes aussi d'exercice militaire. Regardez, c'est un exercice assez rare, et on va même l'entendre, cette frégate qui fait un exercice contre des mines navales. Alors, évidemment, c'est un exercice très maîtrisé, mais l'image montre à quel point quand même c'est, et vous nous en parlerez, l'amiral Vichot va aussi nous rejoindre dans quelques instants, c'est un exercice extrêmement important pour la France. Voilà, précisons que c'est la frégate Courbet. Guillaume, un mot là-dessus ? Oui, alors le Courbet, alors deux choses. Ce qui est assez intéressant, c'est que d'abord c'est le retour de la guerre navale. Bon, ça on en passera un petit. C'est que le Courbet a une histoire particulière, c'est-à-dire que lorsque les Européens, dans le cadre de l'opération Irini, cherchaient à imposer le blocus sur l'embargo des armes vis-à-vis de la Libye, eh bien, le Courbet a été de manière très agressive illuminé, c'est-à-dire en fait on allume les radars de conduite de tir, c'est-à-dire en fait c'est le moment juste avant que les missiles ne partent. Qu'il s'agisse... C'est un acte très grave, c'est vraiment acte, comme en fait, la lumière rouge qu'on met sur le front comme ça avant de tirer. Cette pointure sur le crâne, sachant qu'ensuite tout va très vite, ça dure 45 secondes avant de jouer à toucher couler, et généralement ça finit moins bien qu'avec la mine là. Et donc ça montre bien que même y compris au sein de l'OTAN, et Madame l'ambassadeur le rappelait, dans ce moment-là, où la France a été illuminée par finalement un autre navire turc, eh bien, on a cherché de l'appui auprès de nos alliés et on les a comptés. Général Vichot, c'est le moment où le président de la République a parlé de la mort cérébrale de l'OTAN. C'était à cause de cet incident-là. Oui, ça, et puis parce que les Turcs bloquaient depuis 2 ans les plans de défense de l'OTAN également. Donc il n'y avait plus de décision qui était prise. Cette démonstration de force-là, en plus de tout ce qu'on va voir, augmenter le budget, etc., elle a un sens. Oui, elle a un sens, c'est que c'est le retour de la guerre, en fait. Parce que notre marine, elle n'a pas combattu depuis 1945, globalement. Il y a eu quelques canonnières en Indochine, etc. Mais il n'y a pas eu de combat naval, de combat naval comme... Encore en 45, c'est plutôt sabordé en 42, malheureusement. C'est sabordé, mais on a quand même quelques frégates qui ont participé au débarquement. On avait des forces navales françaises libres. L'amiral, comment il s'appelait Muselier. Le Muselier, le grand-père de l'homme politique. Donc, ils étaient présents. Là, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on fait de la souveraineté, de la présence, on a mené des opérations effectivement de transport stratégique ou bien pour garder nos frontières avec nos alliés, mais là on s'entraîne au retour de la guerre. Écoutons. Et ça c'est quelque chose de complètement nouveau. Moi j'ai jamais vu encore ce genre d'entraînement, je ne sais pas si ça existe régulièrement. L'image est très impressionnante. Oui. Posons la question, Amiral Vichot, vous nous avez rejoint, merci beaucoup. Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre premier regard d'abord sur cette image-là qui nous impressionne tous ici en plateau. Quel est le déroulement exact de l'exercice? Qu'est-ce qu'on teste exactement ici avec succès? Alors, on teste 2 choses. La première chose, c'est la capacité du bateau à résister au choc. Ça s'appelle d'ailleurs un test de choc dans notre jargon. Ça consiste à disposer une mine non loin de la route que va suivre le bâtiment de combat. Et au moment où il passe à l'endroit le plus proche de la mine, on fait détonner la mine. Donc, c'est à quelques dizaines de mètres que la mine explose. En fait, ce sont des essais qui sont faits régulièrement, en général sur les bâtiments tête de série. Et d'ailleurs, le dernier essai en date, en 1995, avait eu lieu sur la frégate Lafayette, la première frégate du même type que le Courbet qu'on voit aujourd'hui sur ces images. Mais il y a eu d'autres essais depuis, en particulier des essais sur sous-marins. Vous savez que je suis toujours très intéressé par les sous-marins. Et par exemple, en 2012, on avait reproduit des essais aussi sur un sous-marin qui était l'Agosta. La particularité de ce sous-marin, c'est qu'il était désarmé et qu'on l'avait équipé à l'intérieur par tout un tas de capteurs destinés à mesurer les effets de l'onde de choc à l'intérieur de la coque pour mesurer sa capacité de résistance. Là, ce qui est nouveau, c'est que dans ce bateau-là, c'est qu'on fait l'essai avec tout l'équipage à bord. Vous avez pu voir les images. Il y a des images qui montrent que les gens sont à bord au poste de combat pour faire face à toutes les avaries possibles et qu'ils adoptent pendant le passage près de la mine, puisqu'ils sont opérateurs alertés, comme on dit, puisqu'ils savent que ça va se passer,
ils adoptent une procédure de sauvegarde, c'est-à-dire qu'ils se mettent dans une position qui leur permet de résister au choc. C'est la même chose que ce qu'on demande aux passagers d'un avion de ligne quand on s'entraîne au crash, ce que les gens font avant le décollage. Vous savez, on prend cette position qui consiste à se replier vers l'avant et se protéger les membres et se protéger la tête. Alors, amiral, regardons précisément ce qui se passait à l'intérieur du bateau. C'est l'autre séquence. Là, on a vu l'extérieur. Regardez la séquence à l'intérieur. Le Courbet est paré au combat. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Alors là encore, l'explication... Voilà, je ne sais pas si on a le son, si les micros sont ouverts. Voilà, amiral Vichot, ce qu'on voit là à l'intérieur, oui. C'est assez violent. On ne sait pas, effectivement, c'est très impressionnant. C'est extrêmement violent. C'est une onde de choc. Je vous rappelle que l'eau est incompressible et que donc elle transmet parfaitement l'onde de choc. Et ça vous donne une idée aussi de ce qu'on ressent à bord d'un sous-marin quand on se fait grenader. Et là, vous voyez que les gens sont en position de telle manière qu'ils ont les genoux pliés, ils ont la tête baissée pour éviter de recevoir un projectile. Vous avez vu les grilles de la hotte dans la cuisine tomber. Bon voilà, il ne fallait pas être dessous au moment où l'explosion a lieu. Donc là, on prend toutes les précautions pour qu'il n'y ait personne de blessé à bord. Mais effectivement, en plus, on familiarise, c'est excessif, mais on apprend à l'équipage ce que c'est, ce que ça fait, et donc à ne pas avoir peur ou pas avoir un peu peur, mais pas trop, quand ce genre de choses arrive. Mais question, extrêmement naïve, comment la coque peut résister à une explosion aussi? C'est très spectaculaire, on voit que c'est une charge considérable. Parce que d'abord, la coque, elle est calculée pour ça. On a fait des essais, on fait toujours des essais pour mesurer la résistance de la coque. Ça fait partie de ce qu'on appelle les spécifications, c'est-à-dire le carnet de charge de la coque. Et puis, ça se fait aussi bien, comme je vous le disais, pour des bâtiments de surface que pour des sous-marins. Et il y a d'autres essais qui sont extrêmement intéressants. C'est, par exemple, les Américains, eux, ont fait un essai avec un porte-avions nucléaire. Bon, ils n'ont pas exactement les mêmes règles de sécurité que nous, mais le Gerald Ford, en 2021, a subi de la même façon un effet de choc avec une mine qui a détonné non loin de lui. Alors, il y a une question. En fait, ce sont des choses qui arrivent, contrairement à ce que vous disait le général Girnoff, l'amiral Vichot, commandant Girnoff. Alors, pourquoi ils portent les cagoules et les gants, en fait? C'est quoi cet accoutrement? Cet accoutrement, comme vous dites, c'est ce qu'on appelle une tenue de pompier léger. C'est la tenue du poste de combat. En fait, depuis la guerre des Malouines, les Français ont largement profité des leçons qu'avaient apprises durement les Britanniques. Et maintenant, c'est la tenue qu'on porte à bord, c'est-à-dire vous avez ici une tenue qui est la tenue de pompier léger, c'est-à-dire une tenue inifugée qui résiste au feu. Vous voyez que les gens ont des gants pour se protéger les mains en cas d'incendie, ils ont une cagoule pour se protéger la tête toujours en cas d'incendie, ils ont des lunettes pour éviter les projections d'éclats. Donc c'est vraiment la tenue au poste de combat. Et cette tenue, on la porte en permanence et le nécessaire est porté également en permanence quand on est en zone de conflit. Par exemple, quand les frégates sont passées dans mer Rouge, non loin des Houthis, c'était la tenue que tout le monde portait à bord pour être prêt à toute extrémité. Réaction sur ce plateau, et Guillaume? Alors déjà, c'est une extrême... et c'est extrêmement intéressant parce que cette question du retour de la guerre des mines, c'est aujourd'hui une véritable problématique. Il faut savoir qu'en mer Noire, si demain on a une forme de cessez-le-feu et qu'il faille réintégrer la mer Noire et réouvrir des chenaux de navigation, le danger mine, aujourd'hui, il est partout présent, avec énormément de mines dérivantes. C'est-à-dire que là, ce qui est en train d'être joué pour un exercice, ça risque d'être la réalité, et toutes les marines ne sont pas équipées de la même façon. Et puis, c'est le deuxième point, et là je parle sous le contrôle de l'amiral, c'est que une des grandes spécificités des marines, autrefois, c'était d'avoir des chasseurs de mines, des navires donc, qui ne font pas détonner
justement ces équipements, eh ben, en fait, on en a de moins en moins. Et donc, c'est véritablement d'ailleurs des projets très structurants. Je crois que la France a prévu d'en avoir et de s'en redoter, sauf que dans l'actuelle loi de finances, de mémoire, ce ne sera pas avant 2035 ou 2037. C'est-à-dire qu'on a intérêt à faire rapidement parce que ce danger mine et guerre navale, c'est en train de redevenir une actualité pressante et la mer Noire en est pleine. D'ailleurs, domaine ukrainienne. Ce qui est certain, c'est qu'on a le deuxième espace, nous les Français, maritime du monde, zone économique exclusive, pratiquement à l'égal des États-Unis d'Amérique. Et pour protéger cet espace très riche en ressources halieutiques, en minerais, etc., eh bien, on a une marine, je dirais pas qu'elle est échantillonnaire, mais qui est quand même beaucoup trop petite, et que donc il y a évidemment un effort rapide à faire, surtout avec le danger que représente la marine chinoise dans l'Indo-Pacifique, pour évidemment protéger notre espace maritime.